Dans cette vidéo, je te propose de découvrir avec moi cette toute dernière Creality Under 3 V3 tout court. Salut, c'est Sylvain, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour découvrir ensemble et tester la dernière née des Creality Under 3, donc la Under 3 V3. Cette machine m'a encore une fois été envoyée gentiment par Geekbuying pour pouvoir la tester, sans ligne de conduite éditoriale, je dirais, à tenir. Donc je peux en dire comme à chaque fois ce que j'en pense, et ça c'est très bien, et je leur en remercie. Donc après la Under 3 V3 SE, la Under 3 V3 KE, Creality nous a sorti dans la foulée la Under 3 V3. Donc cette machine qu'on va découvrir ensemble, c'est une machine qui est toute en aluminium, avec quelques nouvelles spécificités. Alors c'est plus un Core XY, ici on parle de Core XZ, je crois, si je dis pas de bêtises. Et avec quelques petites upgrades par rapport à la dernière Creality Under 3, ou même par rapport à d'autres machines, et choses qui, je pense, auraient dû arriver sur le marché depuis un certain temps. Donc on va aller faire un petit tour du côté du site de Creality pour voir ce qu'ils nous offre, ce qu'ils nous propose en tout cas sur le papier. Et ensuite, on va déballer cette machine rapidement, on va la monter rapidement et on va voir un petit peu ce que ça donne niveau impression. Alors on se retrouve sur le site de Creality pour voir rapidement les spécificités de la machine. Donc on nous spécifie ici que c'est un Core XZ, rapide et stable avec une nouvelle forme, des vitesses allant jusqu'à 600 mm/s. Alors ici ce n'est pas indiqué, mais a priori les accélérations vont jusque 20 000 mm/s carré. Ici on va dire un extrudeur performant, je ne sais pas comment le traduire vraiment, mais qui ressemble trait pour trait à quelque chose près en tout cas à celui de la K1C, en tout cas sur l'image. Donc un refroidissement ici avec deux ventilateurs, donc un design stable, donc tout en métal. Le portique est d'un bloc par exemple, et ici une buse trimétal qui a priori se démonte assez facilement. On verra ça ensuite. Donc ici on retrouve un petit peu les spécificités, donc les vitesses de 600 mm/s et les accélérations maximum de 20 000 mm/s carré. On verra par la suite que dans le slicer, les vitesses sont recommandées, disons, d'utilisation sont moindres, mais c'est normal. Donc ici on nous indique qu'on peut sortir un Benchy en 13 minutes. Ici une petite boîte en 2h14 et ici ce petit ventilateur en 2h11. Donc ici on nous reparle des mouvements du Core XZ, comment ça fonctionne. Je vous laisserai aller voir. Bon, ça reste une imprimante de type cartésienne, Betzlinger, mais la techno qui permet de faire les mouvements n'est pas tout à fait la même. Ici, ce qui est très bien, donc le tenseur de courroie automatique. Alors ça c'est très bien et je comprends pas pourquoi ça n'existe pas depuis plus longtemps sur nos machines. On n'a plus besoin de faire la tension de courroie à la main et de vérifier. Ici on a un ressort qui va nous pousser la courroie à la bonne tension en permanence. Donc ici on nous parle des espèces de rails linéaires ronds qui permettent moins de vibrations, etc. Donc ici l'extrudeur, donc en gros ils nous mettent plus de 1000 heures sans problème avec l'extrudeur. Donc pour l'instant j'ai pas 1000 heures d'impression avec cette machine, donc je ne peux pas le confirmer. Ici la buse trimétal de 600 watts, de 60 watts, donc qui monte jusqu'à 300 degrés. Donc avec lesquels on va pouvoir imprimer un petit peu tout et n'importe quoi. Ici le démontage facile, donc on verra après que il n'est pas plus facile ni difficile que sa petite sœur la Under 3 V3 KE. Et voilà, donc une machine esthétique
et stable. Ici, on nous indique que l'aluminium utilisé, c'est de l'aluminium aéronautique ADC 12. Donc, si vous êtes spécialiste des métaux, vous saurez peut-être de quoi ça retourne. Ici, avec des forces de tension, des espèces de pression, etc. Bon, moi, ça me parle pas trop, mais il est vrai que la machine, en tout cas, semble très très robuste. On revient ici sur le refroidissement avec les deux ventilateurs. Et voilà un petit peu les résultats. Donc on nous indique ici que la V3, il n'y a pas de problème de refroidissement et que les autres machines ont des problèmes à ce niveau-là. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc on va essayer de se faire ça assez rapidement parce que je sais pas toi, mais moi quand je regarde une vidéo de matériel, bon, c'est pas forcément ce qui se trouve dans l'emballage, on va dire, qui m'intéresse le plus, à part parfois où il y a quelques petits goodies dans les cartons qui peuvent être intéressants. Alors, donc on a notice, je vais mettre ça là. Notice, ici on a des petites pièces en plastique, on verra ça un petit peu après. Toujours la micro-bobine de PLA, doit y avoir une cinquantaine de grammes, hein. De l'hyper PLA donné pour 600 mm/s, donc qui sont les vitesses max de la machine. Support de bobine. Ici, c'est l'écran. Hop, ici, le deuxième morceau du support de bobine. Ici, on a la petite boîte avec les outils classiques, jeu de clé Allen. Petite clé à pipe, petit tournevis, visserie, décollson, un petit outil de débouchage, la pince, toujours la petite clé USB qui va bien, un petit peu de graisse. Voilà, le packaging, on va dire, classique de chez Creality. Hop, on a le petit tuyau PTFE qui va bien. Hop. Et ici, on commence à avoir le cœur de la bête. Alors, je vais faire un petit peu de place parce que c'est ça va me prendre de la place. Si au passage tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Donc ensuite, on retrouve le portique. Le portique avec une structure d'un bloc tout alu, relativement lourde. Ça inspire confiance en termes de solidité en tout cas. Avec cette espèce de grille là, très très jolie en tout cas à mon goût. Donc je vais essayer de poser ça gentiment là pour ne pas le faire tomber. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a cette pièce que aujourd'hui je sais pas trop à quoi ça sert. On verra ça ensuite avec un petit ressort, le câble d'alimentation. Comme toujours chez Creality et globalement chez tous les vendeurs de machines d'impression 3D, c'est toujours extrêmement emballé, de la mousse de partout. Et là, on va essayer de se sortir la base. Donc la base qui est relativement lourde hein, par rapport à la Under 3 V3 KE que j'ai déjà pu te présenter. La base, et on sent que là, il y a du lourd pour le coup. Et ensuite, dans le carton, je crois que c'est tout. Donc on va remettre toutes les mousses dans le carton et on va se faire un petit plan un petit peu plus rapproché de la machine en elle-même pour voir un petit peu eh bien, ce que ça donne. Et puis on va se faire le montage en 2-2 parce que ce qui nous intéresse bien sûr, c'est de voir ce qu'elle est capable de nous sortir. Bon, si j'arrive à remettre ça correctement. Donc on se retrouve avec un petit plan plus rapproché sur la machine. Donc première impression, c'est que ça donne une impression de solidité. La base est relativement lourde, le portique avec, tout est très très joli, enfin en tout cas à mon goût.
Ça semble prometteur en tout cas. Le PEI texturé uniquement d'un côté. Cette fois-ci, nous l'ont sorti en version un petit peu, je ne sais pas si ça ressort la caméra, un petit peu doré, contrairement au noir. Bon, après, la couleur, peu importe. Donc, on va voir un petit peu comment ça s'assemble. Je vais sortir la notice. Ah tiens, derrière, on a la planche de stickers propre à Creality, encore une fois, avec qui fournissent avec toutes leurs machines. Au premier abord aussi, ce que je peux regretter, que je n'ai pas vu, c'est par exemple le manque, et ça c'est dommage, on l'avait avec la Under 3 V3KE, c'est une buse de rechange, mais ici dans le petit packaging d'outillage, etc., je n'ai pas vu de buse de rechange, et c'est dommage parce que c'est toujours pratique d'avoir une buse et éventuellement une chaussette silicone. Là, je vois qu'il y a une chaussette silicone. De mettre une chaussette silicone ainsi qu'une buse de remplacement, je pense que ça aurait été un bon point. Mais bon, c'est un détail. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la notice? Notice plutôt imagée et encore une fois relativement claire en plein de langues. Donc, on va se prendre le français et on va voir un petit peu pour cette installation. Mais je pense que je vais te la faire en accéléré. Je ferai peut-être des petites pauses. On va voir ça. Allez, on nous dit qu'il faut installer dans un premier temps le support de bobine. Donc, premier assemblage relativement simple. Je ne sais pas si on peut le faire droite et gauche. Si, on peut le mettre à droite ou à gauche. On va voir après s'il y a un réel intérêt. Mais en tout cas, ça se monte et ça se démonte comme d'habitude très facilement. Donc tout de suite sur la notice, ils nous disent de bien faire attention à la tension d'alimentation. Donc on doit avoir un petit curseur quelque part. J'arrive pas à le déterminer. Où est-ce qu'il se trouve? Ici. Donc ici, on est bien en 230. Donc ça va. On n'a pas de souci. Alors donc pour le portique, on l'installe comme ceci. Alors c'est ajusté juste, ça rentre nickel. Donc ici on nous dit qu'il nous faut 4 vis de M4 par 8. Donc eh ben, c'est pas compliqué. Dans le sachet de visserie, il n'y a que des M4 visiblement par 8. Enfin c'est pas indiqué, mais il y a 8 vis. Donc on va en prendre 4. On va se prendre les clés Allen fournies, hein, on va utiliser tout le matériel fourni. Et on va venir serrer ici sur l'avant le portique à la base. Donc ici, de ce côté qui nous bouche l'ouverture des vis, on a un petit sticker qui nous rappelle encore une fois que il faut vérifier la tension d'alimentation pour ne pas griller la machine. Voilà, donc le portique est installé. Le support de bobine vient se clipser simplement ici. Alors ça déjà, c'est à mon avis un petit point noir. Là, je vois qu'il y a une petite mousse. On va essayer de la retirer gentiment. Ça, c'est un petit point noir. Le dépassement de la bobine comme ça. Grosse emprise au sol du coup. Sur les V3 SE et KE, on avait le support de bobine au-dessus. Ici, déjà au premier abord, malgré que ce soit de l'aluminium, le portique peut légèrement trembler. On va voir à l'utilisation si ça pose des problèmes ou pas. Ensuite, on vient fixer l'écran sur l'avant. Donc le petit écran, on va dire classique de chez Creality. Encore une fois, un rappel qui nous dit qu'il faut bien penser à mettre la bonne alimentation. Donc l'écran, il vient ici sur l'avant. Hop là. Donc on vient connecter l'écran ici et on vient le glisser ici. Même fonctionnement que sur une K1. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc on a les moteurs.
les moteurs de chaque côté à venir connecter. Donc ici, alors je sais pas si tu le vois à la caméra, mais bon, l'axe Y, tout est numéroté, répertorié, on ne peut pas se tromper. Voilà, de l'autre côté, le moteur en Z. Ici, on va relier le tube PTFE qui est légèrement coudé ici. Alors, je ne sais pas si c'est voulu. Ici et là. Ici, il nous reste la tête d'impression. On vient brancher la tête d'impression. Et ici, nous avons le capteur de fin de filament. Le capteur de fin de filament qui se trouve ici. Et donc, on vient brancher sur la même nappe. Alors après, je ne sais pas comment est géré encore les câbles. Donc ici, on a un petit clip. Donc je suppose qu'il va falloir venir clipper là, qu'il va falloir venir mettre quelque chose ici. Il est assez difficile de déterminer la longueur du câble nécessaire. Donc vu la longueur du câble pour le détecteur de fin de filament, je vais mettre ça comme ça. On va voir un petit peu après si c'est correct ou pas. Mais de toute façon, ici, on n'a pas de longueur supplémentaire. Donc ici, les petites pièces en plastique, a priori, sont ici pour ajuster en quelque sorte le câble. Donc celui-ci vient ici. Voilà, donc la petite protection, c'est pas mal. Et ensuite ici, on a des petits clips que je ne sais pas, ah si, qui doivent venir se glisser sur le PTFE pour que le câble et le PTFE se suivent lors de l'impression. Donc, il y en a 3. Alors, on va essayer de les répartir à peu près comme ça. Donc, je ne sais pas si je suis bien dans le champ. Donc, voilà, j'ai disposé à peu près les petits clips. Je vais peut-être donner un peu de longueur au câble. Voilà, ça me semble pas trop mal. Bon, après, ici, je ne sais pas si tu vois bien, je te ferai peut-être un gros plan. Cette courbure me paraît, on va dire, légèrement exagérée. Mais bon, peut-être que ça fonctionne et ce qui permet que le PTFE, le câble, ne vienne pas taper en haut du portique quand on a des impressions un peu hautes. Donc là, il me reste 4 vis, dont j'ai oublié de mettre, en fait, qui viennent sur le dessous. J'ai été un petit peu vite, j'ai mis les vis sur le côté. Donc pour le portique, on a 2 vis ici et on a 2 vis supplémentaires à mettre en dessous qui va participer à la rigidité de celui-ci. J'en profite que la machine est retournée. Je ne sais pas si tu vois la grosseur des patins là. Ça donne une bonne stabilité à la machine. Donc si on fait le tour rapidement de la machine, ici on a un port USB, donc éventuellement pour brancher la clé. Donc en façade l'écran, sur l'autre côté on n'a rien du tout. Et sur l'arrière, le bouton d'alimentation et la prise pour le câble. Donc comme on a vu dans les spécifications de la machine, alors je ne sais pas si je suis dans le cadre, mais au pire je te ferai des gros plans. Sur le haut là on a les 2 tendeurs automatiques de courroie. Ça c'est une bonne chose et je pense que c'est quelque chose qui aurait dû arriver bien plus tôt sur nos machines, nos imprimantes 3D, parce que c'est pas grand chose à faire. Et comme ça, pour le débutant qui ne sait pas trop comment tendre ses courroies, ici pas de question à se poser. La machine est assemblée. Alors cette petite pièce, je sais pas trop à quoi ça sert. Je vais regarder dans la notice, peut-être que c'est indiqué. A priori, c'est pour mettre ici au support de bobine avec le ressort, et peut-être que c'est pour éviter que la bobine ne se déroule trop vite. Là, je me demande si je n'ai pas fait une erreur ici en installant le support de bobine sur l'avant plutôt que sur l'arrière, parce que le capteur de fin de filament étant ici sur l'arrière pour insérer le filament,
ça va être beaucoup plus facile. Et donc cette pièce, oui, qui est censée être utilisée. Donc je sais pas si je vais l'utiliser. Je vais faire des tests avec ou sans. Je sais pas si ça c'est réellement pertinent. On verra à l'usage. Allez, maintenant ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on aille brancher cette machine et puis ben, qu'on lance quelques impressions et puis qu'on voit à la fin ce que ça donne. Donc ici, petit récap des spécificités, une tête ici d'impression qui ressemble très clairement à une K1, deux gros ventilateurs de refroidissement, une buse trimétal qui est censée nous permettre donc de, à la fois de faire des matériaux un petit peu chargés abrasifs et également un retrait, semble-t-il, simplifié. Au vu de la construction, j'ai l'impression que le démontage de la buse n'est pas plus simplifié que sur une Under 3 V3KE par exemple. Il va falloir enlever la chaussette silicone, dévisser la buse, revisser la buse, remettre la chaussette. A priori, en tout cas, ça semble strictement identique. Mais bon, ce n'est pas très compliqué non plus, donc il n'y a pas de souci. En termes de jeu ici, alors je ne sais pas si tu peux le voir, donc on a un léger jeu dans la tête d'impression. Le portique est beaucoup plus rigide qu'une Under 3 V3KE, mais je pense qu'à vitesse élevée et avec une impression haute, ça risque peut-être de poser des problèmes. On va vite le voir, on va faire des essais. On n'a pas de rails linéaires rectangulaires, on a des rails ronds. Je préfère moi les rails linéaires rectangulaires, là je me rappelle plus des références. Mais on va voir si ça fonctionne bien. En termes de jeu de plateau, eh bien, on a un petit jeu sur le plateau, exactement comme une Under 3 V3 KE. Ça, ce sont des problèmes qui, je pense, devraient être réglés avec le temps et les machines. Mais on va voir si ça pose problème lors de l'impression et lors de l'impression à haute vitesse. Cette machine étant donnée pour 600 mm/s, vitesse que généralement, je pense qu'on ne va pas atteindre. Mais même à vitesse un petit peu élevée, ne serait-ce que 150, 200 mm/s, 250 mm/s, les petits jeux comme ça, alors est-ce qu'ils seront compensés de manière logicielle? On va le voir, on va faire les tests lors de l'impression. Allez, je vous présente très rapidement le nouveau slicer de chez Creality, donc le Creality Print dans sa version 5. Cette fois-ci, ils nous ont fait un slicer qui est basé, donc c'est indiqué ici, qui est basé sur Orca Slicer et sur le moteur de Cura. Donc on nous précise que Orca Slicer est basé sur Bamboo Studio, Prusa Slicer et Super Slicer. Donc on retrouve une interface très intéressante, un slicer de qualité. Bon, ils nous ont pas fait encore la traduction française. Je vous laisserai découvrir ce slicer, ou si vous voulez une vidéo un petit peu plus complète sur ce slicer que je trouve aujourd'hui très bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai un petit tour du propriétaire, mais globalement pour les personnes qui connaissent un petit peu Orca, on se retrouve un petit peu sur le même genre d'interface avec des couleurs changées. On n'est plus sur du bleu, on est passé sur du vert, un petit peu à la mode d'un concurrent. Ici on peut par exemple rajouter des matériaux, on a un choix de matériaux assez conséquent avec des pré-réglages, et ce slicer fonctionne plutôt très bien. On se retrouve pour voir ensemble un petit peu le résultat des impressions, des premières impressions réalisées avec cette machine. Donc les impressions ont été slicées avec le Creality Print 5 dont je vous ai parlé juste avant, qui est excellent pour moi et bien meilleur qu'avant, donc basé sur Orca et a priori Cura également. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont pris sur l'un et sur l'autre, mais ça donne un résultat qui est plutôt pas mal en termes de slicer. Donc dans un premier temps, j'ai fait un petit benchy. Alors j'ai pas utilisé du tout le filament de chez Creality. J'ai pris des
des bobines que j'avais. Et donc pour faire le benchy, je vous ferai des gros plans. J'ai pris un filament Polymaker avec lequel j'ai jamais eu de très bons résultats, quelle que soit la machine. Et, et là, de nouveau, le résultat est loin d'être exceptionnel, mais je pense que le filament ici y est pour quelque chose. Bon, je pense que les benchy, vous en avez assez d'en voir, donc on va pas s'attarder sur le benchy. Dans la machine, il y avait un petit cube de test Creality ici, qui a été réalisé avec un petit filament Rosa 3D du plus bel effet, à mon goût en tout cas, et qui est exceptionnellement bien réalisé. Ce petit cube de test, j'ai pas grand chose à lui dire, à lui reprocher. La machine a fait un boulot vraiment très très bon. Ensuite, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce support de bobine. On va revenir sur le support de bobine en conclusion sur cette machine. J'ai fait ce support de bobine Creality qui est sur la clé USB et à la fois dans la machine, parce que bon, je pense qu'ils ont compris un peu tard leur erreur avec ce support de bobine. Et donc celui-ci vient, que je dise pas de bêtises, se clipser ici. On vient le faire coulisser, on vient récupérer ça là et ça là. On met sa bobine, on passe le filament dans cette petite fente. Par contre, on est obligé de débrancher le détecteur de fin de filament parce que, eh bien, on n'a pas la longueur. Et donc, pour le détecteur de fin de filament, c'est un problème. Par contre, ce support est bien plus intéressant que celui sur le côté. Il prend moins de place. Mais ça, on en reviendra à la conclusion. Ici, on en était au résultat d'impression et ce support de bobine qui a été réalisé avec encore une fois du filament Rosa 3D sur cette Under 3 V3 et très 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 bien réalisé. Vraiment rien à redire. Il y avait quelques petits supports qui se sont détachés très très facilement. Vraiment rien à redire. Donc ça, c'était pour les modèles qui étaient inclus dans la machine. Donc ensuite, j'ai récupéré ce fichier de ce petit pot amusant qu'on trouve sur Internet. Je l'ai remis un peu à dimension qui m'intéressait. Sur ce petit pot, les surfaces extérieures, donc tout a été fait en 0,2, hein, en hauteur de couche. Surface extérieure très très jolie. Bon là, le slicer est venu me mettre la couture devant. J'ai rien touché aux paramètres de slicer. J'ai laissé tel que et j'y suis allé comme un débutant qui n'y connaît rien. Et le résultat est vraiment très clean. À l'intérieur, un petit peu de stringing ici. J'ai eu un petit peu de stringing de ci, de là, mais vraiment rien de fou. Ce filament, c'est un filament, si je dis pas de bêtises, Sunloo rouge, qui a vraiment très très bien marché, très très bon résultat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ces petites plaquettes en deux couleurs. Donc, avec le slicer, on peut faire un changement de couleur en fonction de la hauteur de couche. Pareil, avec des fonds de vieilles bobines qui traînaient, qui n'étaient pas protégées de l'humidité. Et encore une fois, le résultat est plutôt satisfaisant. J'ai essayé d'imprimer ce petit bidule en TPU, c'était histoire de voir si la machine gérait bien le TPU. Paramètres de base, j'ai juste choisi du filament TPU dans la liste des filaments. Alors normalement l'interrupteur est censé bouger, là il a collé, mais je pense que donc c'était un fichier qui était prévu en PLA, j'aurais dû le faire en PLA, je voulais imprimer un petit truc en TPU, et les surfaces sont plutôt propres, elles gèrent le TPU très très bien. J'ai fait ce petit ange là qui est censé venir se caler, alors je ne sais pas si je serai dans le champ, mais soit le long d'un cadre, d'une porte ou quelque chose comme ça, avec ce filament marbre de chez Sunloo également. Pareil, donc le fichier était prévu pour être conseillé en hauteur de couche de 0,16. Je l'ai fait en 0,2.
ma foi, c'est très très propre et avec ce filament, ça rend très très bien. J'ai voulu faire cette épée qui est censée être télescopique. Alors ça avait très très bien démarré. Comme tu le vois, elle n'est pas télescopique. Et c'est un modèle que j'ai réduit à 80% parce que le modèle original ne serait pas rentré dans la machine en hauteur. C'était très très bien parti sur le bas. Ici, on a quand même un angle relativement prononcé. Ça a été imprimé sans support. J'ai eu un petit peu de stringing. Les surfaces sont très propres. Et donc, il s'est terminé dans la nuit. Et au matin, donc l'impression s'est quand même terminée. Mais il y avait un nœud dans la bobine. Et on commence à le voir sur le manche. À une certaine hauteur, commence à y avoir des défauts qu'on n'avait pas du tout avant. Donc, je mets ça sur le coup de la bobine. J'essaierai, si je peux, avec une petite lame, d'essayer de décoller et de rendre quand même cette épée, comment dire, rétractable. Mais je voulais vous montrer quand même que, bon, là, il y a eu un petit raté. Mais je pense que on est plus sur un problème de ce nœud dans la bobine, un bronze de chez SOVB 3D, qui, ma foi, normalement donne de bons résultats, mais là, le nœud était ma faute, le filament a été mal stocké et à un moment donné, j'ai dû faire un nœud. En conclusion, pour cette machine, majoritairement des points positifs. La machine n'est vraiment pas très bruyante, rien à voir avec une K1 par exemple, si vous avez une K1 qui est un avion de chasse en termes de bruit. Ici, ça va, c'est relativement correct. Alors, j'ai pas mesuré, je voulais mettre une application sur le téléphone, mais ces applications donnent des indications, mais c'est vraiment pas très précis. Mais globalement, en termes de bruit, ça va. Refroidissement de la machine, ça va. Structure en métal, cette machine est vraiment très chouette et elle imprime vraiment très très bien. Les impressions sont vraiment très bonnes. Le PEI est très bon également. La tête d'impression, la buse, tout ça. Tout fonctionne vraiment très bien, à part ce gros point négatif, selon moi, avec ce support de bobine ici qui se retrouve sur le côté et ce petit système qu'il est quasi nécessaire de mettre si on est utilisateur donc du support d'origine. Pourquoi? Lorsqu'on met la bobine, donc le capteur de fin de filament se trouvant juste ici sur l'arrière, et donc là la machine n'est pas complètement en bas. Donc, je vais démonter ça, je ne sais pas si ce sera bien visible, au pire je ferai un zoom, mais là la machine n'est pas complètement en bas, et donc l'entrée du filament se trouve là, et t'imagines bien que là, si la machine descend encore 3 cm, on se retrouve très très proche du moteur. Lors de la phase de la calibration, la tête d'impression vient monter en fin de course en haut, fait des allers-retours, et donc lorsqu'elle monte, elle déroule du coup du filament. Le filament vient, ça arrive se prendre un peu dans les fils, frotte ici sur les fils du moteur, sur la gaine ici, et il m'est arrivé pour l'impression du petit ange là, que une boucle se fasse et que ça vienne coincer et me foirer la première impression. Heureusement, c'est arrivé à la première ou la deuxième couche, donc j'ai recommencé et pas de problème. Donc ça, c'est un vrai problème. Ce capteur de fin de filament est un vrai problème. C'est un ensemble, hein, support, capteur à ce niveau-là, vrai problème. C'est vraiment dommage parce que cette machine aurait pu être parfaite, ou presque parfaite, je dirais, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, ils ont dû voir, parce qu'il me semble que dans les premières versions, ils n'avaient pas mis ce support de bobine supplémentaire dans la machine et dans la clé USB. Avec ce support de bobine supplémentaire, eh bien, on résout ces problèmes de filaments qui font un petit peu ici n'importe quoi. Ah, donc, quand on installe le support de bobine ici en hauteur, il faut retirer le tube PTFE parce que, encore une fois, lors de la phase de la calibration, la tête monte tellement haut que si on laisse le tube PTFE, ça vient frotter ici sur le support de bobine. Donc, il faut le retirer.
Quand on installe ça, il faut débrancher le capteur de fin de filament parce qu'on ne va pas aller faire passer le fil dedans. Donc on soustrait de la machine ce capteur de fin de filament. Ce que je vais faire pour ma part, c'est que je vais modifier ça. Vous verrez ça probablement dans une prochaine vidéo. Je vais faire en sorte d'avoir le capteur de fin de filament ici en hauteur. Le support de bobine, soit je garderai celui-ci, soit je modéliserai un autre modèle, soit j'utiliserai, il y a déjà dans la communauté des modèles de support de bobine là, pour mettre en haut qui existent. Donc faites vos recherches si vous voulez investir dans cette machine. Mais à minima, je vous conseille vraiment de mettre le support de bobine en haut, de virer celui-ci, ce qui permet d'avoir moins d'encombrement au sol. Et mis à part ça, c'est à mon sens une excellente machine pour le prix. Donc pour le prix, au moment où je tourne cette conclusion, je n'ai pas encore le code de réduction. D'habitude, il me fait passer un code de réduction. Donc vous le voyez peut-être affiché à l'écran. Mais c'est une machine très très intéressante pour, je pense, et au vu de la construction et de la qualité des matériaux, même en prix public à un prix relativement contenu. Et cette évolution de Slicer, du Creality Print vers la version 5 est excellente aussi. Ça nous donne un avant-goût de ce que va être ce Slicer probablement à l'avenir. Également aussi, s'il y avait un petit reproche également, c'est que si on a la machine, on va dire sur un plan de travail un petit peu bas par rapport au niveau des yeux, eh bien le plateau avance relativement beaucoup sur au-dessus de l'écran. Donc comme c'est le cas par exemple en fin d'impression, le plateau avance pour qu'on puisse récupérer l'impression. Et du coup, on ne voit plus l'écran, il faut repousser. Bon, c'est un détail, mais au moins, on n'a pas comme sur la KE ou la SE, par exemple, un écran latéral qui, encore une fois, vient empiéter en surface au sol. Donc, c'est un petit détail, mais voilà. Pour moi, c'est une excellente machine. Je vous laisse encore une fois tous les liens dans la description, liens qui seront bien sûr affiliés à Geekbuying. Le prix ne change pas pour vous et vous devriez même d'ailleurs avoir un code de réduction. Et pour moi, ça fait une petite contribution à la chaîne qui me permet d'investir dans du matériel pour filmer. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Salut!